De retour sur le plateau de ce LCI Midi avec nos invités pour parler de la situation en Ukraine et des progrès notamment de l'armée ukrainienne sur le terrain alors même que ces référendums sont en cours. Nous accueillons Aline Lebaille-Crémer. Bonjour Aline, merci d'être avec nous. Nous accueillons, vous êtes porte-parole de Stand with Ukraine, bien entendu. Nous accueillons également le général Olivier de Bavinkov. Pardonnez-moi parce que là, je me suis un petit peu perdue dans mes petites fiches. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, ancien responsable, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN en Afghanistan. Merci beaucoup d'être là. Nous accueillons également Christian Megrelis. Bonjour, vous êtes ancien conseiller de Gorbatchev, auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues. Le voici, cet ouvrage. Cyril Amourski, bonjour, merci d'être là. Vous êtes étudiant franco-russe à Sciences Po, ex-correspondant de guerre pour le Kiev Independent. Et puis Claude Blanche-Maison, bonjour, merci d'être là. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. Maintenant que tout le monde est correctement présenté sur ce plateau, on en vient donc au thème qui nous intéresse à cette heure. Et c'est cette course contre la montre, je vous le disais, qui est lancée avec d'un côté ces référendums d'annexion pour rattacher plusieurs territoires ukrainiens à la République fédéraliste de Russie. Et puis de l'autre côté, cette contre-attaque qui se poursuit sur le terrain. Et on va faire le point justement sur cette contre-attaque avec Mathieu Karman qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Mathieu, où en est-on justement? On fait état de progrès, d'avancées, notamment dans la région de Donetsk pour les forces ukrainiennes. Absolument Florence, et les dernières informations donc nous viennent de cette région de Donetsk dans le Donbass. Hier, l'armée ukrainienne a revendiqué la prise de Yativska, c'est cette toute petite ville d'1 millier d'habitants donc au nord, non loin d'Izium et non loin également de la rivière d'Oskil. Alors dans le même temps, le président pro-russe de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchilin, évoque une situation extrêmement difficile au nord, car là encore, l'armée ukrainienne a repris quelques positions à Bakhmout, notamment que vous voyez juste ici, c'est à quelques kilomètres au nord donc de Donetsk. Autre défaite symbolique pour l'armée de Vladimir Poutine, c'est dans la région de Louhansk, dans la banlieue de Lysychansk. Les Ukrainiens ont repris cette semaine cette ville de Bilohorivka, ce qui signifie tout simplement que l'armée russe ne contrôle plus la totalité de la région de Louhansk, l'un des principaux objectifs de guerre de Vladimir Poutine. Et dans le reste du pays, Mathieu, qu'en est-il? Eh bien, là encore, une nouvelle percée de l'armée ukrainienne qui revendique depuis le 29 août et le début de cette contre-offensive une reprise de plus de 400 communes, soit l'équivalent de 9000 mètres carrés. Et vous voyez sur cette carte, ce sont les zones bleues qui sont reprises par l'armée de Volodymyr Zelensky, qui s'est d'ailleurs félicité hier soir lors de son allocution quotidienne. Je vous propose de l'écouter. Depuis le début de la contre-offensive dans l'est du pays en septembre, environ 9000 km², soit 400 colonies, ont déjà été libérées. Ce résultat a été obtenu grâce à l'aide de notre peuple dans le territoire temporairement occupé. 9000 km² donc reconquis à l'est de l'Ukraine. Et si on va un peu plus au sud, les combats s'intensifient ces dernières 24 heures sur l'est de Mykolaïv et l'ouest de Kherson. Et toujours, on le voit, cette zone bleue qui est reprise petit à petit par l'armée de Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup Mathieu Karman, général de Bavinkov. C'est un petit peu le mot-clé quand même dans cette contre-offensive, c'est petit à petit. C'est vrai elle a été rapide cette progression il y a quelque temps dans le nord-est du pays. Elle est de plus en plus lente, elle est très lente dans le sud. Est-ce qu'elle avance suffisamment pour justement contrecarrer aujourd'hui les plans des Russes dans ces régions? Je crois que ce à quoi on assiste, c'est, vous vous souvenez qu'on a beaucoup utilisé au printemps dernier, ou d'ailleurs cet été, le mot grignotage, en considérant que les Russes grignotaient petit à petit et progressivement un terrain sur lequel ils s'installaient. Là, nous assistons un peu au phénomène inverse. C'est-à-dire qu'après les succès assez importants de la fin du mois d'août et du tout début du mois de septembre opérés par l'armée ukrainienne dans le nord, depuis, ils ont eu la sagesse de ne pas s'engager trop avant, de ne pas prendre de risques inconsidérés
et plutôt de consolider leur propre position et d'avancer en tâtant le dispositif, si je peux employer l'expression, en tâtant le dispositif russe pour voir où étaient les faiblesses. Mais la vérité, c'est que ce sont des succès incontestables, mais ils sont de faible portée. Oui. Et ça ne va pas changer le rapport de force véritablement sur le terrain avec les Russes, il faut le reconnaître également. Et ensuite, la vérité aussi, c'est que ce front est toujours très très grand, immense. C'est 1000 km de long environ. C'est à peu près 1000 km de long. On pourrait même, si on faisait vraiment le suivi de l'ensemble de cette ligne de front, je pense qu'on irait bien au-delà de 1000 km. Et j'imagine que les Ukrainiens sont confrontés un peu aux mêmes difficultés que les Russes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens disponibles pour opérer ce qu'on appellerait une percée décisive sur une portion importante du territoire aujourd'hui occupé par les Russes. On sait pourtant qu'il y a une forme d'urgence. L'automne et ensuite l'hiver arrivent. Outre cette question des référendums, cette annexion qui est en train de se faire sur le plan institutionnel, il y a la nécessité d'aller vite, Christian Maigrelis, sur le terrain, parce que l'hiver va rendre les opérations militaires difficiles, voire impossibles. Il y a deux étapes. Il y a l'étape de la boue et puis après il y a l'étape du froid. Alors la boue immobilise les armées de toute manière en Ukraine, on l'a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait ce que c'est. Et donc personne ne pourra aller vite. Personne ne pourra aller vite. Je pense que la situation est bloquée jusqu'au printemps maintenant, ça ne bougera plus beaucoup. Mais c'est terrible parce qu'on avait l'espoir effectivement avec cette contre-offensive dans le nord-est que ça y est, que ça avance, que ce soit enfin la contre-offensive décisive. Et maintenant vous nous dites, ben non, on est clairement dans un statu quo pour des mois. Aline Lebay-Kramer. Je ne suis pas convaincue. Je pense que les Ukrainiens avancent, que la contre-offensive est en marche, oui. Certes peut-être à un rythme moins soutenu qu'il y a 15 jours, et elle a besoin d'un soutien militaire. Ce que disent ouvertement les autorités ukrainiennes, on peut le faire, aidez-nous en amplifiant, intensifiant, en maintenant en tout cas le soutien militaire. Il y a des points très précis de besoin d'armes. Il faut y répondre, que les alliés y répondent. Et d'ailleurs, ils y répondent, parce qu'il a été question il y a peu d'intensifier l'armement des alliés, prononcé par la communauté internationale, avec un mot très fort, alliés. Donc, c'est en marche. Et en fait, c'est assez transparent côté ukrainien. On peut le faire, on le prouve, on vous l'a montré, on a besoin de ça, envoyez-nous ça. Donc, non, ça avance. Pour vous, c'est faisable. Pour vous, on n'est pas condamné à regarder l'hiver. Preuve en est de la panique en face. C'est-à-dire que les référendums dont il est question là ces jours-ci étaient ajournés, et en fait surtout le gros décalage entre les Russes et les Ukrainiens, c'est petit 1 la volonté de gagner, qu'il n'y a pas, je parle des troupes en fait en face, et de surcroît il y a un gros problème de ressources humaines, et tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue institutionnel est une réponse aux difficultés que rencontrent les forces russes sur le terrain, parce que les régions dont on parle, c'est l'Ukraine, et ce sont des régions qui vont être libérées par la contre-offensive. Donc référendum ou pas référendum, simulacre de référendum. Voilà, avec cette difficulté qui est que, une fois que ces territoires seront considérés par la Russie comme russes, bien que la communauté internationale ne le reconnaisse pas, toute contre-attaque ukrainienne sera considérée comme une attaque sur le sol. Mais Poutine en a besoin pour mobiliser, c'est du narratif. Toute cette construction institutionnelle est destinée à usage interne. Il a besoin pour mobiliser, et d'ailleurs ça ne marche pas si fort que ça en réalité, ça ne marche pas sur le terrain militaire, ça ne marche pas en interne, donc il est obligé de construire aussi qu'il va falloir aller défendre la grande Russie, la grande famille russe, etc. C'est du narratif, c'est une construction aussi qui est politique dont il a besoin pour mettre des gens dans des bus pour servir de chair à canon en bout de chaîne. Alors, Cyril Amourski, puis on vous entend dans un instant, Claude. Oui, ça ne marche pas, effectivement, ça n'enthousiasme pas grand monde, mais pour revenir clairement à la contre-offensive, moi je ne serais ni défaitiste ni beaucoup trop positif. C'est-à-dire que je discute très souvent avec des personnes qui s'occupent de la situation justement militaire en Ukraine, que ce soit des presse-officiers ou bien des militaires, et ils sont assez cash. Ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Kherson, effectivement, c'est très lent, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au début du mois de septembre dans les régions de Kharkiv. Quasiment toute la région a été libérée et ça représente à peu près, même voire plus que 10% de tous les territoires qui ont été occupés depuis l'invasion totale. Et une autre chose... Si un verrou saute, en fait, après ça peut aller très vite. Et ce verrou, c'est... Oui, enfin ça allait très vite déjà à Kharkiv. Voilà, excusez-moi, mais en moins d'une semaine, l'Ukraine a réussi à récupérer presque 90% de toute la région de Kharkiv qui était occupée. Et ça pourrait être un scénario similaire à Kherson, c'est ce que vous nous dites? Non, je ne suis pas sûr, parce que justement, ils ont réussi à déplacer énormément de troupes dans la région de Kherson, puisqu'ils s'attendaient là à une réelle contre-offensive, alors
qu'on a vu que la contre-offensive la plus intense, elle avait surtout lieu à Kharkiv. Mais elle a fonctionné très clairement, puisqu'une fois de plus, les territoires ont été repris, et vous n'avez pas entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, aujourd'hui, des déclarations sur un soi-disant pseudo-référendum dans la région de Kharkiv. Non, pas du tout, parce qu'ils savent très bien que c'est une question de temps. Et puis, on parle même de la région de Donetsk, et des résultats et des victoires de l'Ukraine. Mais il y a une autre ville, par exemple, Liman, qui est toujours aujourd'hui sous le contrôle russe et sous le contrôle séparatiste, qui se trouve à Donetsk. C'est une ville qui mène vers une autre grande ville ukrainienne, qui est toujours sous le contrôle ukrainien, Slaviansk. Cette ville-là, je pense très sincèrement que c'est une question de jours, peut-être de semaines, avant qu'elle retombe sous le contrôle ukrainien. Parce que les Ukrainiens, ils ont fait une avancée majeure. Ils ont réussi à traverser la rivière Severodonetsk, qui est une rivière absolument stratégique, parce que c'est extrêmement compliqué pour des troupes justement de pouvoir traverser une rivière sans se faire détruire, sans se faire anéantir. Les Ukrainiens ont réussi à faire cela, comme les Russes avaient réussi à faire cela avec les villes de Lysychansk et Severodonetsk. Maintenant, c'est le retour des Ukrainiens. Alors, on constate la complexité sur le terrain avec cette ligne de front qui change, qui évolue tous les jours, et un référendum qui veut figer un territoire aujourd'hui annexé par la Russie. Mais aujourd'hui, dans les faits, rien n'est annexé totalement, même dans les faits. Je crois que c'est la décision qu'a pris Volodymyr Zelensky, c'est d'ignorer complètement le discours de Poutine et de faire comme s'il n'y avait pas eu de discours de Poutine. Donc les opérations continuent sur le terrain comme ça vient d'être décrit. Ce discours est nul et non avenu et ces pseudo-référendums n'ont aucune influence sur les décisions qui sont prises à Kiev. L'offensive continue. Alors elle continue à son rythme avec ses difficultés et les différences suivant le théâtre sur lequel on se place. Mais ça continue. Et en effet, je crois que Vladimir Zelensky, en faisant ça, est bien armé pour demander davantage de soutien aux pays occidentaux, qui eux aussi doivent ignorer ces pseudo-référendums. Ce sont des pseudo-référendums, puisqu'ils ont été décidés à la hâte, qu'on va même chercher les votes dans l'appartement des gens avec un militaire devant, un militaire derrière. Avec des commissaires électoraux. Bien sûr, des commissaires électoraux. Et que, bien entendu, en plus, les circonscriptions dans lesquelles ont lieu ces référendums sont partiellement occupées par les Ukrainiens. Par conséquent, ça renforce le fait que la population qui vote n'est pas représentative de ces oblasts, en réalité, ou des deux républiques autoproclamées, notamment compte tenu des exodes qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Donc, le référendum est nul et non avenu, et je crois que la communauté internationale, comme M. Zelensky, considère qu'il ne faut pas en tenir compte. Malgré les menaces de Vladimir Poutine. Alors, il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Alors, on va revoir les séquences dans un instant auxquelles vous faites référence de ce vote qui, on peut le dire, se fait sous la contrainte dans une majeure partie des cas. Mais tout d'abord, sur cette menace que peut représenter aujourd'hui la contre-offensive de l'armée ukrainienne sur la Russie, voilà un fait qui est intéressant. On apprend que la Russie retire ses sous-marins de Crimée. On l'apprend dans le quotidien belge Le Soir. Donc elle retire ses sous-marins du port de Sébastopol. Ce serait lié à la capacité de l'Ukraine à attaquer à une plus grande distance. Alors général, peut-être une réaction. On sait que l'Ukraine, en tout cas des affiliés à la résistance ukrainienne, ont déjà touché une base aérienne en Crimée. Aujourd'hui, Sébastopol serait directement menacé ? Il y a une capacité de frappe de l'Ukraine sur la Crimée, puisqu'il y a eu deux types de frappes qui ont été réalisées en Crimée, l'une à proximité de Sébastopol. Et ça montre à la fois la portée des armes ukrainiennes et la précision. Pour autant, je pense que c'est une mesure naturelle de la part de la Russie de retirer ses sous-marins, puisque dès lors que vous êtes sous la portée d'armes à moyenne portée, sous le coup d'armes à moyenne portée, bien évidemment, vous retirez l'équipement sensible qui se trouve là et vous le mettez hors de portée. Mais ça veut dire aussi qu'ils savent que leurs avertissements, leurs menaces nucléaires à peine voilées ne sont pas écoutés, qu'une attaque est possible de la part de l'Ukraine. C'est pas que cela. Y compris en résistance interne. Oui, c'est pas que cela. C'est-à-dire que la Russie n'a pas arrêté de minimiser les conséquences des attaques qui ont eu lieu le mois dernier en Crimée, en disant que non, c'est peut-être un soldat qui a beaucoup trop fumé au sein d'une base militaire, c'était peut-être quelqu'un qui a fait exploser un bac de munitions, que sais-je. À chaque fois, ils n'ont pas arrêté de minimiser. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les sous-marins, c'est qu'au final, la Russie sait qu'il y a un danger
et que, comme Poutine disait, et il continue à le dire, spetsopératsiya idет по плану. Cela signifie que l'opération spéciale va de sa bonne trajectoire, va comme il faut. Bon, on voit qu'au final, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'ils ont même pris la décision de faire dégager les sous-marins nucléaires. Voilà, il n'y a pas que les sous-marins qui dégagent, entre guillemets. La Russie remplace son général chargé de la logistique. On vient de l'apprendre, ce sont plus haut gradés dans cette opération logistique. Le général d'armée Dmitri Bulgakov a été relevé de ses fonctions de vice-ministre de la Défense. Il est remplacé par un homme dont le nom va peut-être vous dire quelque chose, le colonel général Mikhail Mizintsev. Alors qu'est-ce que ça nous apprend tout ça, Christian Maigrelis? Ça nous apprend qu'ils prennent conscience des insuffisances et qu'il faut châtier. On prend le vice-ministre, c'est tout. Oui, c'est classique. Rien de nouveau sous le soleil de Regardez, lorsqu'il y a eu les 3 frappes en Crimée, ils ont relevé l'amiral qui commandait la base de Sébastopol, quand même. Le lendemain ou le surlendemain. Alors, on connaît quand même cette figure. C'est un général qui a notamment qui s'est illustré, entre guillemets, de la pire des façons à Mariupol, Aline Weick-Remer. Oui. Oui, on l'a. En fait, je pense qu'il faut lire cette... C'est quelqu'un qui finira sûrement devant une cour de justice internationale. Il doit absolument être jugé, oui, évidemment. Oui. On l'espère d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on sait justement des actions de cet homme et qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui est à craindre aujourd'hui sur le front russe? Pour être très clair, moi je connais ce nom, mais je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Enfin, si c'est effectivement lui qui est responsable des opérations de Mariupol, on peut tout simplement déduire de la suite logique de ce qui va se passer. On a vu à quoi ressemble Mariupol, 90% de la ville a été anéantie. Certaines sources expliquent qu'il y a jusqu'à 80 000 personnes qui ont été tuées dans une ville de quasiment 500 000 personnes. Enfin, voilà, c'est presque 20% de la population totale de la ville de Mariupol. Et c'est pas fini. Effectivement, essayer de faire confiance à un tel général, pardonnez-moi, mais je partage effectivement mon scepticisme là-dessus. Un criminel, alors il est visé par des sanctions internationales. Oui. Ouais. Un criminel. Oui, c'est un criminel de guerre, oui. Je pense que la question, il ne faut pas l'aborder seulement sur le plan moral ou sur le plan de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Il faut l'aborder sur le plan de l'efficacité. La logistique, c'est un métier en soi. Or, cet officier général exerçait jusque-là des responsabilités qui étaient davantage des responsabilités opérationnelles à la tête de force. Mais la logistique, c'est véritablement un métier en soi, c'est un métier qui obéit à des dynamiques et à des paramètres qui sont très particuliers. Et si vous n'avez pas été formé très jeune dans ce grand métier qui contribue prioritairement au succès des armées, vous ne le découvrez pas lorsque vous avez atteint les responsabilités d'un officier général. Je prends un exemple. Lorsqu'il s'est agi de désigner le commandant en chef pour les opérations en Europe au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le général Eisenhower qui a été désigné. Ce n'était pas un officier d'infanterie ou un officier parachutiste, c'était un logisticien, parce que la dimension logistique de ce débarquement en Normandie, de cette offensive vers l'Allemagne, était apte à l'emporter sur toute autre considération. Là, il me semble que ça fait partie de l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre par le Kremlin à la suite des échecs qu'ils ont éprouvés en Russie. Mais c'est une décision que je trouve un peu surprenante, parce que la logistique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme secondaire. Et Vladimir Poutine, en le limogeant, cherche à expliquer qu'en fait tout va bien et tout va se dérouler comme prévu. Il sert de bouc émissaire et on sait très bien que tout cela ne tient pas à un seul homme ou pas, efficace ou pas sur le terrain. C'est qu'il y a un problème de ressources humaines, il y a un problème de matériel, il y a un problème de mobilité. Enfin, il n'y a rien qui va sur le terrain. Et on a 300 000 à 1 million d'hommes qui vont être incorporés à l'armée. Ça va être une pagaille noire. Oui. Il y a 6 000 personnes qui sont mortes, mais on mobilise 300 000 personnes. C'est tout à fait logique, il n'y a aucun problème, l'opération va de son cours. Alors sur cette pagaille dont vous nous parlez, Christian Maigrelis, on parle d'un matériel déjà qui était insuffisant. On voit passer des images qui ne sont pas toutes authentifiées, mais avec du matériel hors d'âge. Ça rime à quoi en fait aujourd'hui cette mobilisation? Cette mobilisation a un rôle purement politique, il n'y en a pas d'autre. Parce que prendre des étudiants, des ouvriers, des mécaniciens ou des boutiquiers pour les balancer en Ukraine aujourd'hui, ça revient à faire de la chair à canon. Et si on veut les former, il faut 6 mois.
Donc ça nous reporte au printemps. La Russie n'a pas 6 mois. S'ils veulent les utiliser avant le printemps, ça va être un massacre. S'ils veulent les utiliser correctement, ils pourront rien faire avant le printemps. Oui. Il y a quand même toute une incertitude parce que c'est finalement le ministre de la Défense qui est chargé de mettre en œuvre cette mobilisation et Serdyukov, le ministre de la Défense, qui est un petit peu, qui est un petit peu Saint-Jean-Bouche d'Or, a dit des choses peut-être qu'il ne fallait pas dire. Et on sait maintenant que c'est 300 000 hommes, mais ça peut être plus, ça peut être beaucoup plus. Ouais, c'est peut-être une première 1 200 tranche. au moins. Le décret de Poutine parle d'aller jusqu'à 1 million d'hommes. La deuxième chose, c'est qu'il est du devoir sans doute du ministre de la Défense, en effet, de ne pas uniquement envoyer ces jeunes, même si certains ont fait des périodes militaires et sont réservistes, sur le front actuel, mais peut-être, et on en parle, de remplacer des unités qui sont ailleurs en Russie, parce qu'il y a une grande partie de l'armée russe qui est restée dans ses positions antérieures, et de faire venir ces unités professionnelles sur le front, ce qui serait, en termes militaires, me semble-t-il, plus rationnel, plutôt que d'envoyer de jeunes conscrits, même s'ils ont fait des périodes militaires, au front, surtout dans un front qui est totalement démoralisé. Il vaut probablement mieux amener des soldats qui sont professionnels et qui sont restés là où ils étaient, sur le territoire russe, en Sibérie ou ailleurs. Et c'est là que sont envoyés ces hommes. La rumeur publique à Moscou, c'est qu'on va les envoyer directement. Je crois qu'il faut... Sans beaucoup d'entraînement, oui. Je suis assez de l'avis de l'ambassadeur. Il me semble que, d'abord, les choses étaient assez organisées. Parce qu'à peine les annonces ont-elles été faites par le président Poutine, que dès le lendemain ou le soir même, les SMS, les convocations, les choses me semblent avoir été assez organisées en amont, pendant les semaines ou les mois qui précèdent, de telle sorte que l'opération de recrutement proprement dit se déroule de façon efficace. Il ne faut jamais mépriser l'adversaire ou imaginer qu'il est toujours dans un scénario de loser ou de perdant. Il se positionne aussi dans un scénario de gagnant. Et il faut toujours imaginer que le mode d'action qu'il va choisir n'est pas forcément celui qui est le plus favorable, en l'occurrence à la partie ukrainienne. Et donc, moi, donc pour vous, ce ne sont pas les actions d'un homme acculé comme pourrait l'être Vladimir Poutine, y compris au sein de... Il me semblerait logique que les opérations de recrutement qui se déroulent sous nos yeux actuellement, qui ont visiblement été assez organisées en amont, soit des opérations qui visent effectivement à relever des unités qui sont stationnées en garnison dans d'autres endroits que l'Empire russe, même si la rumeur publique, la propagande, etc. ne dit pas tout à fait la même chose, et que des unités constituées, organisées, structurées avec leurs équipements puissent, dans les semaines qui viennent, tout ça prend beaucoup de temps, la logistique, une fois de plus, c'est quelque chose qui est très lourd. Un jeu de chaises musicales en quelque sorte dans ce On avait quand même des indices, vous avez raison, mais on a jamais sous-estimer ce qui peut se passer dans les arcanes du Kremlin. Je suis d'accord. Mais en revanche, on a quand même su et documenté qu'il y avait quand même quelques difficultés à recruter ces derniers temps, qu'on allait chercher les gens en prison, qu'on allait chercher avec des scènes de propagande et de discours complètement lunaires au fin fond des provinces les plus pauvres de la Russie et les plus reculées. Ça ne témoigne pas d'un plan qui se passe comme prévu. Non. Je pense que là, on est vraiment dans la question de ce qu'ils avaient prévu militairement sur le terrain ne se passe pas comme prévu. Donc, qu'est-ce qu'on organise pour répondre à ces difficultés? Et dans le même temps, au passage, c'était les plus pauvres et les minorités qui étaient envoyés sur le front en chair à canon. Et dans le même temps, de ces derniers temps vient aussi du fait qu'on s'attaque à des couches de population qui sont un peu plus aisées et un peu plus amènes de réagir. Il faudrait qu'elle réagisse. Et dans le même temps, on apprend que Vladimir Poutine, et ça ce sont des informations des médias américains, du New York Times notamment, et qui sont largement reprises aujourd'hui, que Vladimir Poutine est en train de prendre lui-même en charge une partie des opérations militaires, qu'il est mécontent. En tout cas, c'est un signe de mécontentement très clair. Non, mais moi je pense que ce qui est important de comprendre déjà dans ces situations, c'est que cette mobilisation, au final, en tout cas moi, et je pense pour la plupart des Ukrainiens, elle semble logique. Je sais qu'une grande partie des Occidentaux, ou bien des experts dans l'Occident, disaient que mais non, c'est quand même peu probable et ça va peut-être se terminer avant. Mais en réalité, le plus important pour Poutine aujourd'hui, c'est de montrer qu'il est prêt à continuer à mener cette guerre, qu'il a toujours ses objectifs en tête. Et que justement, là, ce qu'il essaie de faire passer comme message, et c'est pour ça qu'il a fait ces nouvelles annonces par rapport à l'arme nucléaire, et que sais-je, c'est que
Voilà, l'Occident, vous devez arrêter de soutenir l'Ukraine, vous devez arrêter de fournir des armes et des munitions à l'Ukraine parce que sinon ça va mal se terminer. Et moi je dis tout le contraire, je reprends une fois de plus les termes de Poutine, il dit ce n'est pas du bluff, moi je dis c'est du bluff, c'est très clairement du bluff, il faut continuer à soutenir l'Ukraine par tous les moyens possibles et il faut donner à l'Ukraine toutes les armes et toutes les munitions qu'elle demande. Alors, mais quand même pour revenir sur le limogeage de ce général